L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Basé à Béton, en Ille-et-Vilaine, Artefacto est fondé en 1998 par Valérie Cotreau, architecte de formation. Spécialisée dans la conception et la production d'outils de communication 3D, l'entreprise génère un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros. Pionnière dans le domaine de la réalité augmentée, l'entreprise aux 25 salariés exporte son savoir-faire dans de nombreux pays. Valérie Cotreau, présidente d'Artefacto, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Valérie Cotreau. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et très heureux bien sûr de vous recevoir sur cette très belle scène du théâtre de la Parcheminerie à Rennes. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. On va refaire peut-être le parcours et la trajectoire, je dirais, de votre destinée d'entrepreneur. Est-ce que c'est vrai que récemment, vous avez pris conscience finalement de l'influence ou du poids de l'influence de votre maman dans la carrière ou le dessin de votre carrière ? De l'influence de ma mère. Alors, effectivement, c'est des choses qu'on ne perçoit pas forcément au début de sa carrière professionnelle, d'autant que moi, mes parents étaient tous les deux fonctionnaires dans l'éducation nationale, donc ça a plutôt été à un moment quelque chose qui était disjoint. Et puis, après, je me suis rendu compte que finalement, ma mère était chef d'établissement et que quelque part, j'étais aussi un peu chef d'établissement. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était une boucle qui se refermait, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai eu plutôt tendance à essayer de m'éloigner d'un système où finalement, moi, mes parents n'ont pas compris mon parcours de chef d'entreprise au début. Mon père me disait, mais pourquoi tu ne fais pas comme ta copine Valérie Juin, qui est architecte à la région Bretagne. Et je lui dis, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Quoi. Alors vous avez fait une formation d'architecte quand même, et votre maman était aussi enseignante en art plastique, donc on n'est pas très loin. Non, c'est vrai. Non, mais on traîne ses casseroles toute sa vie, je vous le dis. Donc ma prof d'éco disait, le goût des saucisses aux lentilles, c'est pour la vie. Donc je trouvais que l'image était percutante. Et donc oui, c'est effectivement les arts plastiques m'ont poursuivi aussi. Mon père a un parcours qui m'a sans doute marqué aussi, puisque lui était tourneur sur métaux, il n'avait pas eu les moyens de faire des études. Quand il rencontre ma mère, qui était plutôt issue d'une famille bourgeoise, il reprend ses études et il passe une licence de philo pour se prouver qu'il n'est pas complètement abruti. Je suis sûre que c'est ça. Et aujourd'hui... Ça vous a marqué, ça aussi, ce courage, quelque part, justement Ça force le respect, c'est sûr. Ça force le respect. Donc... c'est quelque chose on passe son temps à courir derrière un peu ses parents, quand même. Donc, Vous aviez jamais, vous, finalement, rêvé d'être entrepreneuse pour autant ? C'est arrivé aussi un peu par accident, on va dire ça comme ça ? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas ce qui m'a motivée. J'avais pas envie de créer une boîte. C'était pas ça le sujet. Moi, ce qui me motive, c'est le projet. Donc, quels que soient les projets, le projet d'architecture... le projet quand je suis à l'école de commerce, le projet quand je participe aux réflexions de Ouest France sur la stratégie au conseil de surveillance. Enfin, c'est pour ça que je dis c'est le projet, c'est comment est-ce qu'on va au-delà, comment on réinvente les choses, comment est-ce qu'on est différent, comment est-ce qu'on est créatif dans un projet qui est posé différemment à la base. Enfin, c'est ça que je trouve tout à fait enthousiasmant, et c'est pour ça que j'ai pas la crainte de... Souvent, les chefs d'entreprise, et on en discutait avec certains confrères il y a pas longtemps, les chefs d'entreprise ont peur de l'arrêt de l'entreprise à un moment. Moi, j'ai pas peur de ça, parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à faire que j'aurai jamais assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, alors, des projets, mais aussi des rencontres qui sont déterminantes. On parlait évidemment de vos parents qui ont je dirais dessiner, si je puis dire aussi, cette carrière, en tout cas cette trajectoire, ou déterminer cette trajectoire-là. Et puis il y a cette rencontre aussi avec François Pommier, il faut nous en parler. Comment il a construit, justement, c'est le bon mot aussi, votre vie. Vous me prenez à revers sur plein de sujets, c'est marrant. François Pommier, effectivement, c'est un architecte
qui me donne ma chance à l'époque. Je suis étudiante à l'école d'architecture. Il est président de l'ordre et effectivement, il m'offre la possibilité de travailler chez lui. C'est une opportunité, une violence, parce qu'on se rend compte de ce que c'est que le métier d'architecte quand on commence à bosser. Parce que quand on est en école d'architecture, on idéalise un peu le boulot. Et effectivement, ça remet les pieds sur terre et en même temps, ça apprend une efficacité assez incroyable dans le mode opératoire. Et c'est vrai que François Pommier, on garde en soi... Enfin, moi, j'ai gardé ça en moi, en tout cas, je lui suis reconnaissante parce que il m'a appris beaucoup. Et quand je commence à penser à l'entrepreneuriat, on a la trouille quand on commence à penser à l'entrepreneuriat, donc on veut sécuriser ses arrières. Et il me dit, Valérie, de toute façon, et il me voit à l'époque, il me tutoie maintenant et j'arrive pas à le tutoyer, c'est terrible. C'est terrible. Et il me dit, mais si demain vous souhaitez démarrer une entreprise, c'est à 400% et c'est pas à mi-temps. Je suis repartie avec ça, il avait bien raison. Violence, le mot est quand même dur. Est-ce que c'est ça qui vous a finalement détourné de votre trajectoire, justement, de votre destinée d'architecte? Je dis que c'est une violence dans le sens où on est, et c'est bien, dans une forme de naïveté créative quand on fait ses études d'architecte, parce que on est dans l'artistique, on est dans la conception, et quand on arrive en entreprise et qu'on vous dit... voilà, on va faire du logement et le T1 bis est à 55,2 mètres carrés. C'est une violence. Mais ça remet les pieds sur terre aussi. On ne dessine pas pour soi, mais pour les autres. Il faut juste... On ne dessine pas pour soi, on fait de l'architecture pour les autres, c'est sûr. Mais voilà, il y a des contraintes, et c'est aussi des contraintes que naît la créativité. Mais quand vous avez 21, 22 ans, vous prenez une claque, quoi. Donc, mais c'est une claque qui permet de se construire après. Mais oui, il y a une forme de violence là-dessus, je pense. Ouais. 1998, création, en tout cas le démarrage de l'aventure Artefacto. Officiellement, ça sera 2 ans après, création de la société anonyme. C'est quoi les premiers souvenirs là? Qu'est-ce que vous avez envie de garder de ces premiers moments justement de dirigeante, la naissance d'Artefacto? Je me souviens des premières années où à chaque fois que je me retourne sur l'année passée, je me dis heureusement que je n'étais pas au courant de ce qui allait m'arriver parce que j'y serais pas allée. Donc j'ai trouvé, il y a une forme de naïveté quand on démarre et c'est très bien. Et puis quand on démarre très jeune, finalement, on n'a rien sur rien, donc on a peur de rien, on n'a pas peur de perdre quoi que ce soit puisqu'on n'a rien. Donc c'est un peu, il y a une forme de naïveté, d'inconscience qui est plutôt positive. Et puis après, il y a une forme de nostalgie parce que les débuts d'une entreprise, on est une toute petite équipe, donc on travaille ensemble, on fait ce qu'on appelle des charrettes ensemble. Il y a une passion qui nous anime parce que ces technos-là, on fait de la simulation 3D et on travaille pour les architectes, entre autres. On est complètement envahi par la découverte de ces technologies qui sont très récentes. Donc, et qui continuent de progresser à une vitesse folle. Et qui ont continué de progresser, voilà, et on a reconstruit sur nous-mêmes, on va dire, le métier depuis 20 ans, mais c'est vrai que ce sont des périodes qui sont grisantes, et puis il y a des moments durs aussi, parce que vous faites vos premières boulettes en RH, moi, je me souviens... En ressources humaines, mais oui, en ressources humaines. Je me souviens d'avoir pleuré dans ma voiture en me disant mais j'ai merdé, là, il va falloir que j'aille affronter tout ça. Et je pleure un bon coup et je monte et j'y vais, quoi. Donc, c'est aussi des moments compliqués, quoi, mais qui permettent de se construire aussi. Et puis d'affronter la suite, parce que finalement, en étant architecte, moi, je n'ai pas une formation de pilotage et de management, donc j'apprends énormément sur le tas, et puis j'apprends de mes pairs quand on se croise et qu'on échange sur nos difficultés et nos succès aussi, mais c'est comme ça qu'on avance. On reviendra sur ces réseaux dans quelques instants, c'est important, vous avez raison de l'évoquer. Finalement, quand on vous écoute et parler notamment de ces ressources humaines, le plus compliqué, c'est quoi? C'est la techno, parce que vous êtes confronté à ces sujets-là au quotidien, on le disait, ou les humains, ou les femmes et les hommes qui vous accompagnent au quotidien?
Je ne peux pas dire que les humains, c'est compliqué dans le sens où il y a une diversité. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est en mouvement. C'est à la fois difficile et grisant, c'est qu'on est en mouvement en permanence. Donc, on a une équipe qui est en mouvement en permanence et on se doit d'être à l'écoute, de savoir encaisser, on va dire, les chocs des uns et des autres, et à la fois de construire la suite, quoi. Donc, ce qui est parfois compliqué, c'est que ça ne s'arrête jamais, quoi. Et en même temps, c'est ce qui est passionnant. Et c'est sans doute ce qui nous motive, nous, chefs d'entreprise, parce qu'on est dans une dynamique et dans une projection vers l'avant qui est constante. Mais on apprend aussi énormément avec les équipes avec lesquelles on travaille. Donc, et moi, j'ai horreur de travailler seule. Donc, je déteste ça, quoi. Ce que j'aime, c'est effectivement la notion de troupe, la notion de collectif. Je trouve ça passionnant, et puis c'est ce qui me plaît. Moi, je déteste bosser chez moi. Enfin, pas forcément parler télétravail, mais j'ai horreur de ça. J'aime pas ça. Je fais des ronds. J'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour aller confronter les idées. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. On évoquait les réseaux là, à l'instant. Vous avez mis du temps, finalement, vous étiez un peu en marge, en lisière de ces réseaux. Vous évoquez aujourd'hui vos engagements et vos mandats au sein de Ouest France, de l'école de commerce de Rennes, bien entendu. Pourquoi vous avez attendu ? Alors, je ne sais pas si j'ai attendu. Alors, si au début j'avais besoin de me prouver que j'allais me dépatouiller toute seule, ça c'est sûr. Mais après, les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui n'étaient pas forcément installés, notamment dans le numérique, au moment où moi j'ai démarré. Le Pool, la French Tech, tout ça, c'était inexistant. Il faut aussi se remettre dans ce contexte-là. C'est toujours beaucoup plus facile de refaire l'histoire. Donc, ça a grandi en même temps que nous, on a grandi au niveau de l'entreprise. 2005, il y a la mise en place de tout ce qui est pôle de compétitivité. Là, il commence à se passer des choses, quoi. Mais entre-temps, ça faisait quand même 6 ans, il n'y avait pas grand-chose d'installé. C'était très dominé par les grands groupes. On était très orienté sur ce qu'on appelait les tuyaux et pas tant le contenu. Donc tout ça, ça a fait sa révolution aussi. Et c'est aussi comme ça que petit à petit, ça a créé du lien. Mais au début, quand nous, on démarre, c'est peu structuré finalement. C'est peu organisé. Le rapport, justement, peut-être pour terminer, mais à ce territoire de Rennes, pour la Sartoise que vous êtes, c'est compliqué de faire son trou ici, de faire sa place, et vous êtes particulièrement attaché à ce territoire aujourd'hui ? Mais oui et non. Il n'y aura jamais un centre de décision déplacé à la Défense, ailleurs, puisque vous jouez à l'international maintenant ? Oui, mais non. Vous allez rester ici ? Puis encore, j'ai envie de dire encore moins maintenant, après ce qu'on a connu, parce que finalement, l'informatique nous permet de travailler depuis n'importe où, et je vais revenir sur des choses que tout le monde a pu dire, mais donc moi j'ai été adoptée par les Bretons, c'est vrai, mais je trouve que c'est un territoire qui est fabuleux parce que on est potentiellement en petites vacances tous les week-ends, donc ça les Bretons le savent pas, moi je le sais parce que j'ai pas vécu ça dans ma jeunesse, donc on a une qualité de vie qui est absolument incroyable, et pour rien au monde je perdrais ça. Les gens qui travaillent avec moi, ils sont très attachés aussi, donc c'est vrai que c'est... Non, on n'ira pas se délocaliser ailleurs, et puis piloter une équipe multisite, c'est compliqué, donc on va s'éviter ce type de galère. Merci beaucoup Valérie Cotreau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente directeur générale d'Artefacto. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.